juste à l'instant, donc, Monsieur Mackenzie Orsel, voilà, que j'ai invité à attendre quelques minutes pour démarrer. Le revoici. C'est notre invité, bien sûr, principal. Ce que je vous propose pour justement ne pas lui prendre trop de temps, c'est de commencer selon l'ordre qui était établi, qui est à peu près le même que nous avons eu lors de la première rencontre de cette série d'entretiens dans le cadre du choix concours du Rio de la Plata, dans sa première édition. Alors, tout d'abord, merci à toutes et tous pour votre participation à ce dispositif. On a appris à faire les choses comme ça à distance bon, ça a son côté négatif bien sûr, et puis son côté positif, c'est que ça nous a permis de découvrir ce genre de possibilités comme celle de pouvoir proposer ce dialogue pour lequel je remercie d'ores et déjà Mackenzie Orsel avec le lecteur de ce dispositif. Je ne vais pas prendre trop de temps avant de laisser la parole au conseiller de coopération et d'action culturelle de Buenos Aires, M. Paradisi Koulouma. Simplement rappeler aussi à tous les participants, à tous les membres du jury, que cette année, donc, le choix au concours du Rio de la Plata est également associé à un prix de la critique littéraire dont nous avons communiqué le lancement il y a maintenant une quinzaine de jours, et que à l'issue donc de ce prix, en fait, il y aura donc un candidat ou une candidate qui se rendra à Paris pour assister à la remise du prochain prix concours au mois de novembre, avec tous les frais payés. Donc c'est l'occasion assez inespérée de vivre une expérience, je crois, unique. Donc je vous encourage toutes et tous à participer. Voilà, je ne serai pas plus long, simplement vous donner un petit peu l'idée de comment ça va se passer, Mackenzie. On va procéder donc après une première introduction à une liste de. En fait, je vais donner la parole aux différentes institutions et chacune d'entre elles va poser une question. Il y en a en tout et pour tout 8, voire 9 même, des deux côtés de Rio de la Plata. Donc voilà, ils vont successivement poser une question. Alors pour éviter évidemment que les questions se répètent, on a demandé en amont à avoir ces questions, mais je pense qu'au fur et à mesure, voilà, ils vont eux-mêmes s'adapter et choisir la question qui vous sera posée. Voilà, sans plus tarder, je laisse la parole à Lionel Paradisi Koulouma pour présenter peut-être quelques mots aussi ce dispositif du choix au cours du Rio de la Plata. Merci infiniment, Dario. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur Mackenzie Orsel, chers collègues, chers amis. C'est un grand plaisir d'être avec vous pour cette deuxième rencontre, en effet, du choix concours du Rio de la Plata. J'ai le plaisir de vous rejoindre. Là, je sors à l'instant d'une réunion que je rejoindrai dans quelques instants également avec le ministère de la Culture, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et l'Institut français de Paris. Mais c'est pour moi vraiment un très grand plaisir d'avoir ces quelques instants partagés avec vous dans cette séquence-là. C'est vraiment pour moi, pour nous, un privilège et une chance assez incomparable de pouvoir avoir un moment comme celui-ci aujourd'hui de partage entre les auteurs et les lecteurs, d'avoir ainsi un échange qui est direct à propos d'une œuvre littéraire aussi belle et aussi importante. Et je comprends que nous sommes dans un sillage aussi après la première rencontre qui a pu se faire autour de Madame Brigitte Giraud et de son ouvrage Vivre vite. Des remerciements tout particuliers à Monsieur Mackenzie Orsel pour sa disponibilité, pour sa générosité, pour être avec nous en ce 27 juin, ainsi que des remerciements pour les éditions Rivage qui nous ont permis d'organiser cette rencontre. Je vais poursuivre avec les remerciements parce qu'on est vraiment dans une démarche, je trouve, assez exemplaire et dans une œuvre tout à fait collective. Et on n'y arriverait pas sans unir de la même façon sans l'union de nos forces. Donc, je voudrais joindre à mes remerciements, bien sûr, l'Académie Goncourt, nos collègues et amis de l'ambassade de France en Uruguay et du poste de Montevideo, Patrick, son conseiller de coopération d'action culturelle, Dario, son excellent attaché culturel. Je voudrais remercier chez moi, dans mon équipe, le travail vraiment formidable qui est fait par Monsieur Matteo Chapire, notre responsable du livre et de l'édition. Cette œuvre collective, je voudrais témoigner de l'élargissement qu'elle permet, l'élargissement de nos dispositifs,
et des possibilités qu'elle ouvre, parce qu'on est véritablement dans une dimension de projet régional qui permet en fait de constituer une communauté francophone qui viennent d'environnements, d'apprentissage divers et qui permettent aussi, une nouvelle fois, d'associer Uruguay et Argentine qui ont de nombreux points communs et parmi ces points communs très importants, de constituer tous deux, ces pays voisins, une communauté de pays membres observateurs de l'Organisation internationale de la francophonie, de l'OIF. Et je pense que c'est tout à fait important à signaler. Mes remerciements vont également à l'ensemble de nos institutions partenaires, à l'Université de Buenos Aires, la UBA, avec sa chaire de littérature française, à la UDELAR, à l'Université de La Plata, à travers son département en sciences humaines et de l'éducation, au Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, avec son centre d'études françaises, à l'Instituto de Profesores Artigas, au lycée Jean Mermoz, au lycée Supervielle, aux Alliances françaises de Montevideo et de Buenos Aires. Vous voyez, quand je parlais d'œuvres collectives et de démarches collectives, ce n'est pas un vain mot quand on voit l'ensemble des partenaires qui s'associent à cette démarche, à cette initiative que je trouve remarquable. Après les remerciements, je voudrais, comme Dario m'y invitait très aimablement, souligner un certain nombre peut-être de points saillants. Le premier d'entre eux, c'est souligner que ce choix est une initiative conjointe qui cherche à rapprocher la scène littéraire actuelle des jeunes lecteurs francophones. Et quand on parle des jeunes lecteurs francophones, on parle tant des étudiants et des apprenants qui sont en formation, comme de celles et ceux qui forment les futurs enseignants. Et je crois que l'ensemble de ces publics sont des vecteurs déterminants de la littérature, de la langue française, et permettent ainsi de structurer, de construire un continuum qui s'étend du lycée jusqu'à l'université. Donc, il y a tout un continuum entre enseignement secondaire, enseignement supérieur, et je pense que c'est une vertu, une force du projet. En point saillant, souligner également que ces lecteurs francophones sont finalement stimulés aussi dans une logique de traduction d'ouvrages qui leur permet la découverte d'auteurs contemporains. Donc, nous avons tout un aperçu, tout un volet très important qui touche au rivage de la traduction. Et dans cet ordre d'idées, rappeler justement que nous avons pu déjà soutenir la traduction en espagnol d'un ouvrage de M. Mackenzie Orsel, l'ouvrage Les Immortels, aux éditions Malicien, grâce à notre programme d'aide à la publication, programme Victoria Ocampo, qui célébrera ses 40 ans l'an prochain, en 2024. Et nous souhaitons justement être dans une trajectoire tout à fait comparable et dans un avenir tout à fait similaire pour une somme humaine. Ça serait une très belle réalisation. Pour conclure et ne pas être trop long, je voudrais marquer vraiment que ce choix Goncourt du Rio de la Plata, pour lequel je remercie encore nos collègues en Uruguay, c'est un enjeu très important pour notre ambassade de France à Buenos Aires, pour le service de coopération et d'action culturelle en Argentine, pour l'Institut français d'Argentine. Il permet en effet de consolider, de valoriser nos actions qui sont menées en faveur des auteurs. Je mentionnais il y a quelques instants, mais c'est tout à fait important et significatif, la traduction des ouvrages par les programmes d'aide à la publication. Et parce que le choix Goncourt est vraiment emblématique de deux de nos très grandes volontés que nous menons ici en Argentine. Une première priorité en faveur de l'élargissement de nos publics et des jeunes en particulier. Et une seconde priorité, vous m'avez entendu employer le mot, mais il nous est très cher, de part et d'autre du Rio de la Plata, le développement de la francophonie, le renforcement de la francophonie et de la francophonie dans toute sa diversité, comme en témoigne vraiment merveilleusement bien M. Mackenzie Orsel, qui nous honore de sa présence. Un très grand merci à toutes et à tous, et je repasse avec beaucoup de plaisir également la parole à Dario, que je remercie encore pour ce travail remarquable mené ensemble et en commun. Merci beaucoup à toutes et à tous.
Merci beaucoup Lionel. Mackenzie, je vais simplement lire quelques mots, une brève biographie pour contextualiser un petit peu votre travail et vous laisser ensuite la parole et ensuite on passera directement aux questions si vous le voulez bien. Mackenzie Orsel, vous êtes né à Port-au-Prince, en Haïti, poète écrivain, vous cherchez selon vos propres termes ainsi de trouver un point de ralliement entre le poème et le récit. Vous avez publié le roman Les Immortels en 2010, pour lequel vous recevez le prix Tite de Monnier de la Société de gens de lettres. En 2011, vous publiez Les Latrines, dans lequel vous poursuivez votre exploration des bas-fonds dans le dédale des bidonvilles de Port-au-Prince. En 2016, votre troisième roman, L'ombre animale, vous vaudra plusieurs prix, dont le prix Louis Guillou et le prix Littérature Monde. L'ouvrage sera suivi de Maître Minuit, ainsi qu'une boîte de nuit à Calcutta, coécrit avec votre ami Nicolas Idier. En 2021, vous publiez un nouveau roman, L'Empereur, ainsi qu'un recueil de poèmes Pur Sang. Une somme humaine, publié en août 2022, finaliste du prix Goncourt, et le deuxième volet d'une trilogie. Après avoir donné une voix à une vieille dame haïtienne dans L'ombre animale, vous passez la parole à une jeune Française dont la vie est jonchée de drames. Cette trilogie est née d'un triangle avec comme base Haïti, bien sûr, puis la France, l'ancienne puissance coloniale d'un côté, et les États-Unis, l'ancienne puissance occupante. Vous dites à ce propos: ce triangle forme le socle, la base de mon imaginaire. Et à un moment donné, je me suis dit, ce triangle est questionnable. Je vais remettre en question l'existence de ce triangle en passant par le roman. C'est-à-dire en racontant une vie ordinaire, la vie d'un homme, la vie d'une femme, et en faisant en sorte que cette petite vie-là, cette petite histoire-là, à un moment donné, croise la grande histoire. Et cela va montrer comment nous sommes tous dépendants et écrasés par la grande histoire. Charles Mackenzie, c'est un privilège de vous compter parmi nous aujourd'hui. Et je vous laisse la parole avant de laisser la place aux questions du jury du choix de Grégoire Laplate. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour avoir proposé cette rencontre et merci surtout de m'avoir lu. Et je le dis souvent, la littérature, c'est un grand voyage et la rencontre d'aujourd'hui le prouve. Parce que moi, j'ai écrit ce livre un peu partout, dans les trains, dans les avions et surtout ici, sur ce bout de comptoir dans ma cuisine. Et aujourd'hui, on en parle entre Paris et ailleurs. Donc, c'est extraordinaire. Je pense que vous avez tout dit hein, par rapport à une somme humaine, à ce triangle. C'est quelque chose qui m'habite depuis quelques années. Comment raconter mon histoire, comment raconter l'histoire d'un peuple à partir d'autres points de vue. Parce que moi, j'ai beaucoup écrit sur Haïti, depuis Haïti, avec des Haïtiens, des Haïtiennes. Et à un moment donné, je me suis posé la question, comment regarder mon pays, comment regarder mon imaginaire, comment habiter cet imaginaire à partir d'autres lieux. Et puis m'est venue l'idée de ce triangle parce que l'homme que je suis aujourd'hui, que j'ai toujours été, hein, même l'enfant aussi, je pense qu'il est habité par ce triangle, qu'il a été façonné par ce triangle, comme vous l'avez dit, Haïti, ancienne colonie française, mais aussi occupée par les Américains de 1914 à 1935. Et puis l'histoire, elle est là, elle existe. Une histoire franco-américano-haïtienne. Et puis, voilà, je voulais tracer ce triangle et voir ce que ça pourrait éventuellement donner en termes de littérature, en termes de langage. Les historiens ont beaucoup travaillé sur la question, j'ai beaucoup lu sur la question, mais je voulais voir sensiblement ce que ça pouvait donner. Donc, ça donne des livres comme L'ombre animale qui remontent le fleuve d'une histoire individuelle, collective, à partir de la voix d'une très, très, très vieille femme qui est morte de sa belle mort. Alors, c'est un détail hyper important, hein? Cette histoire de mourir de sa belle mort, c'est une très belle expression aussi, dans le sens où on aura traversé la vie, on aura vécu. Je vais fermer la fenêtre. Une seconde, pardon.
Pardon. Et donc, oui, et puis, ce dont on parle aujourd'hui, c'est une somme humaine. Une somme humaine, c'est un livre, quelque part, si on s'éloigne un peu d'Haïti sans faire abstraction de l'ombre animale, c'est un livre, quelque part, pour moi, qui confirme l'universalité de la misère existentielle, de la misère humaine, misère pas dans le sens de pauvreté. Moi, je dis souvent qu'il y a une nuance entre pauvreté et misère, c'est-à-dire une misère qui nous écrase, qui nous empêche d'aller vers l'autre, qui nous empêche de voir l'autre, qui nous empêche d'essayer d'être dans l'empathie, de regarder à partir de son regard. Et donc, l'exercice, c'était justement de me plonger dans la vie, dans la tête, dans la psychologie, dans la conscience de cette femme que j'ai jamais été réellement, que je ne suis pas, et d'essayer de me voir aussi, c'est-à-dire de voir cette famille dans le village, de voir, regarder ce monde, regarder les hommes, regarder les femmes, et regarder comment ça change sous nos yeux. Qu'est-ce que cette voix pourrait m'apprendre justement sur ce monde et sur elle-même. Et ce que j'ai fini par apprendre en écrivant ce livre, c'est que, comme disait Jean-Claude Charles ou Jacques-Stéphane Alexis, le monde est vraiment un dans Bueno. à La l'histoire. danse enclenche mon actionneur linéaire. Mon Dieu. Pardon, je pense qu'il y a mon ordinateur qui répond à tout ce que je dis. Désolé. Et donc, oui, la grande histoire qui est là et qui a toujours été là, qui nous fait grandir, qui nous fascine et qui quelquefois apporte des réponses, qui plein de fois ne nous dit rien, et parce qu'on s'intéresse à autre chose, on s'intéresse au quotidien, on est écrasé par l'actualité, par la politique, par l'économie, par les grandes décisions que des gens, souvent des inconnus, prennent à notre place, et on se perd dans ce chaos. Et donc, cette voix vient nous rappeler que en fait, tout ce qu'on a vraiment, c'est notre corps, c'est notre vie. Pas besoin de c'est vous le excuser. souffle et c'est le langage. Et donc voilà ce que raconte en gros ce livre, au-delà des détails par rapport à la construction du personnage, le lieu, la France et toutes ces histoires qui sont essentiellement romanesques. Merci Mackenzie, merci pour cette introduction déjà qui à mon avis doit éveiller pas mal de questions au cas où il n'y en aurait pas eu beaucoup. Je précise que on a consulté donc le jury avant cet échange pour qu'ils puissent élaborer des questions, et que vous voyez, j'en ai un petit paquet. Alors je sais qu'on n'épuisera pas aujourd'hui toutes les questions, mais sans plus tarder, je vais laisser la parole à la première des institutions qui participent à ce jury, qui se trouve de l'autre côté, apparemment, du Rio de la Plata, la UBA, Universidad de Buenos Aires. Je ne sais pas qui représente la UBA, qui va poser la question. Voilà, Lucia Fogelfang. Voilà, je vous laisse la parole. D'accord, merci beaucoup. Oui, c'est moi. Alors, je vais faire une question qui a été rédigée par un de nos lecteurs. C'est pas moi, c'est un de nos lecteurs étudiants qui a fait la question. Je vais la poser. S'il y a du temps après, j'en ferai une autre. Et la question, c'est comme ça. Et je ne sais pas si vous connaissez Borges, c'est l'écrivain argentin, un des plus connus. Il y a un essai qui s'appelle Le Livre de Borges, qui dit que le plus important chez un auteur est son intonation. Le plus important dans un livre est la voix de l'auteur. Alors, dans votre roman, la voix du narrateur est très bien réalisée, et la question est la suivante. Comment avez-vous atteint une voix narrative si proche de l'oralité
Et comment avez-vous décidé la manière dont vous raconterez cette histoire? Disons que c'est un livre. Alors, moi, là, le travail que je fais quand j'écris, en tout cas, ce qui me concerne en tant qu'auteur, quand je suis sur un projet littéraire, c'est le travail sur la langue, c'est-à-dire le rythme de la langue, comment la langue, comme colonne vertébrale du récit, va permettre à toutes ces voix d'exister comme une sorte de matière noire qui qui est responsable de l'équilibre de tout. Ça, c'est mon travail. Mais dans le cas de ce livre, Une somme humaine, qui est la voix d'une femme, ce que je ne suis pas, et il a fallu laisser toute la place à cette voix. Dans ma tête, je racontais l'histoire de cette femme. Ce n'était pas la mienne et il fallait qu'elle puisse exister complètement. Et parfois, elle faisait des choix auxquels je n'adhérais pas. Mais comme ce n'était pas ma vie et comme ça n'avait absolument rien à voir avec moi, je l'ai aidée, je l'ai accompagnée à assumer ses choix et à les partager. Et donc, ça, c'est ces deux choses-là que je fais en tant qu'auteur. Je m'assure qu'il y a une langue qui soit capable de porter ce récit, d'accompagner cette voix et créer un espace littéraire, philosophique pour que cette voix puisse exister pleinement. Et après, c'est un livre aussi qui répond à une question qu'on se pose souvent. Je crois qu'on s'est toujours posé par rapport aux voix, aux identités ou aux singularités qui dominent ou qui prédominent, qui portent une œuvre, une parole, à savoir une voix féminine, une voix masculine. Et c'est un livre justement qui vient répondre à cette question et que l'écrivain, l'écrivaine, l'auteur, l'autrice, on est libre de parler à partir de la voix d'un chien, on est libre de faire parler un arbre, de faire parler une casserole, de faire parler un homme. Et donc, la prose masculine comme la féminine, ce n'est pas une spécificité genre masculine ou féminine, c'est juste un espace de langage, de rencontre. Si on fait parler une femme, est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est une femme qui parle? Est-ce que cette voix porte les sentiments profonds, les émotions profondes d'une femme? Est-ce que cette voix pose des questions qui concernent les femmes et les hommes aussi? Est-ce que cette voix parle d'une société, parle d'une histoire? Parce que et les hommes et les femmes vivent en société, ils sont porteurs d'une histoire, d'une mémoire. Donc, est-ce qu'il y a tout ça? À partir du moment où il y a tout ça, eh bien, c'est une histoire humaine et je pense que tous les écrivains font avec le réel et ils reprennent constamment, à partir d'autres points de vue, d'autres préoccupations esthétiques, littéraires, des histoires humaines, et une façon de nous rappeler, de nous inviter à voir des choses, à se poser des questions, à essayer de comprendre, voilà. Merci beaucoup Mackenzie. On continue donc ce tour de questions du jury du choix concours de Rio de la Plata avec maintenant de ce côté-ci du Rio, l'Alliance française de Montevideo. Je te laisse la parole, Lucia. Oui, bonjour à tous, bonjour Mackenzie. Bonjour. Merci beaucoup pour cet espace d'échange. Je représente les membres du jury de l'Alliance française de Montevideo. Donc, ils m'ont vraiment demandé de vous remercier. Les échanges ont été extrêmement intéressants quand on a abordé votre livre. Et on a plein de questions. Alors, il va falloir que j'en choisisse une.
Et en fait, les prénoms des personnages dans votre roman est une question qui a été beaucoup soulevée dans notre groupe. Donc, on voudrait vous demander si vous pouvez nous expliquer comment et pourquoi vous nommez vos personnages, et parfois oui, et parfois non. Donc, voilà. Oui, enfin, moi, j'ai rarement été capable de nommer un personnage. Si c'est un homme, ça pourrait être n'importe quel homme. Et un Haïtien, un Brésilien, un Portugais, un Martiniquais, un Français, un Américain, ça pourrait être n'importe quel homme parce que tout ce qui touche l'humain touche l'humanité, tout ce qui touche l'humanité touche l'humain, c'est-à-dire il y a pas la passerelle entre l'individu et le collectif, elle est très petite, elle est très mince. Et l'histoire moderne du monde nous le confirme bien parce que souvent, on regarde, soit on lit le journal ou on regarde la télé et on voit qu'il y a la guerre de l'autre côté, que ça se passe très mal de l'autre côté. Et avant même qu'on referme le journal, ben la catastrophe est déjà à notre porte. Donc, je pense que le monde est quelque part un et que tout ce qui touche l'humanité me touche aussi. Donc, je ne ressens pas vraiment le besoin de nommer un personnage ou le besoin de voir son visage, de voir son corps. Ça ne m'intéresse pas euh, trop. Ce qui m'importe, c'est qu'est-ce que ce personnage raconte. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a à nous raconter? Qu'est-ce qu'il a à dire, à dévoiler? Quelles sont les questions qu'il se pose? Quels sont les sentiments, les émotions, les mondes profonds et qu'il habite et qu'il a envie de dévoiler, de nous donner à voir. À partir du moment où cette rencontre est là, cette confiance est là entre moi et le personnage et qu'il a envie de me parler, il a envie de se dévoiler et moi je le suis. Et c'est le plus important. Alors il m'arrive de nommer un personnage. Oui, ça m'arrive comme ça. Soit c'est le personnage qui arrive avec son prénom et que, eh bien, OK, il y a de la place pour tout le monde, OK, tu peux exister là avec ton prénom. Ou soit c'est parce que ça correspond à quelque chose qui, dans le livre, qui va me permettre, moi, en tant qu'auteur, d'aller plus loin dans ma démarche. Exemple, en écrivant L'ombre animale, le premier volet de cette trilogie, je me suis rendu compte que j'étais en train de diviser le monde en deux. Bon, moi, je voulais tout simplement raconter l'histoire de cette femme. Je ne voulais pas du tout diviser le monde. Je ne voulais pas du tout créer des dichotomies entre le bien, le mal, le vrai, le faux. Voilà ce qui existe. Hein, c'est l'histoire moderne du monde aussi. Hein, coupé, il y a nous et les autres. Il y a, voilà. Et je m'en suis rendu compte très vite et il n'y avait rien à faire que de l'assumer. C'est-à-dire assumer l'inattendu, assumer l'advenu. Et pour moi, ça, c'est très important. J'aime bien que le livre que je suis en train d'écrire m'échappe et me laisser aller pour voir où ça va aller, justement. C'est comme quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas et on voit une petite rue et on se dit, ah, il y a une petite rue là, je vais voir ce que c'est. Et on pénètre dans la petite rue et on découvre tout un monde. Alors que si on se disait, ah non, ça ne m'intéresse pas, moi j'ai mon itinéraire, je suis mon itinéraire, je ne vais pas entrer dans cette petite rue, ben, on n'aurait pas découvert ce monde. Et donc, oui, il y a des personnages qui débarquent comme ça avec leur nom. Et en ce qui concerne Mackenzie et Orcel, ça, c'était vraiment un choix volontaire. Comme j'étais en train de diviser le monde en deux, je me suis dit, eh bien, on est tous habités par des mondes, hein, par des lumières, par des ténèbres, par du bon, par du mauvais, par du vrai, par du faux. Enfin, personne, comme on dit, personne n'est parfait. Et donc, j'ai décidé de me couper en deux avec, d'un côté, Mackenzie
et qui a sa vie, son histoire, sa psychologie, sa conscience, sa manière de voir les choses, sa vision du monde, et Orcel, d'un autre côté, qui est dans un autre rapport à l'existence, à l'humain et tout. Donc, ça fait un personnage très lumineux et un personnage un peu sombre, un peu perturbé. Et ils n'ont absolument rien à voir avec moi, mais le fait de leur passer un bout de moi, ça me permet aussi de me regarder un peu, quoi, de me dire si, s'il n'y a pas un peu de moi dans chacun de ces personnages et d'essayer de comprendre ce peu de moi que je mets en eux, est-ce que c'est un bout de perdu ou un bout de gagné? Merci Mackenzie. Merci beaucoup. On retraverse le Rio de la Plata cette fois pour la question de la Universidad Nacional de La Plata. Je ne sais pas qui est désigné la UNLP. Ah, peut-être que Mathéo, tu peux m'aider. Qui est de la Plata là? Sinon, on va passer au Oui, lycée. bonjour. En fait, c'est que l'étudiant qui allait poser la question elle est sortie de la réunion, mais il y a des soucis avec sa connexion. Donc, c'est moi qui va la poser. Donc, nous aussi, on avait envisagé plusieurs questions, mais il y en a qui ont déjà été répondu, mais on souhaite revenir aussi sur la question des prénoms, parce que en fait, lors de débat, on s'est demandé, on s'est posé la question sur le choix des prénoms pour nommer les pires et les meilleurs des hommes dans les récits, d'après vos noms, votre nom et votre prénom, on va dire. Alors, oui, c'est... un nom, c'est quoi? C'est peut-être une hypothèse. C'est peut-être une hypothèse ou une fenêtre qui donne sur l'extérieur ou sur l'intérieur. Ça dépend de comment de comment on voit, on voit la chose. Et comme moi, je m'amuse pas à décrire mes personnages et, et donc c'est plus une entrée vers l'intérieur, vers les émotions, les sentiments les plus profonds et du personnage, parce que finalement, tout le monde a un visage. Tout le monde a un visage, tout le monde a, je sais pas, un bras, une jambe, ou des jambes, des bras, un corps en tout cas. Tout le monde a un corps et ce corps-là, il raconte quelque chose aussi, mais ce qui se passe à l'intérieur, je crois, détermine pas mal de nos actions, c'est-à-dire quand quelqu'un lève le bras pour taper sur quelqu'un, c'est que ce geste-là a été conditionné par des émotions ou des sentiments intérieur. Donc, au lieu de décrire le geste, de décrire les expressions du corps qui sont quelque part les résultantes d'une activité intérieure intense, profonde, et moi, je me plonge dans cette activité. Voilà. Je la trouve plus littéraire et elle m'apprend beaucoup de choses sur le personnage. Et quelque part aussi, elle me pousse en allant aussi loin dans les lointains intérieurs du personnage, je vais aussi en même temps aussi loin dans les lointains intérieurs de la langue. Voilà, parce que je dois pouvoir trouver une langue des mots justes pour décrire ses émotions, pour décrire ses sentiments. Donc, la langue m'accompagne dans cette plongée. Et si je ne plonge pas, ma langue ne plonge pas non plus. Voilà.
Merci, merci Mackenzie. On revient de ce côté-ci du fleuve avec le lycée français de Montevideo. Je vous passe la parole, Nathalie. Bonjour. Alors, merci pour ces échanges que permet le choix de concours. Je vous remercie aussi au nom de la directrice, Madame Rion, qui était présente, mais qui a dû repartir pour une réunion. Et je vais essayer de faire un zoom sur mes élèves. Bonjour. Bonjour. Maya et Sabrina. Notre question est la suivante. Plusieurs de nos lecteurs ont trouvé la lecture de votre roman difficile, vu les thématiques abordées, et nous demandions est-ce que cela a été difficile pour vous d'écrire? Est-ce que l'écriture de ce roman vous est apparu aussi difficile que la lecture pour vous? Et comment a été votre processus d'écriture? Oui, alors, c'est jamais facile, hein, et ça ne doit pas l'être, en fait. Si c'est facile, ça ne m'intéresse pas. Quand c'est facile, ça me fait peur. J'aime bien quand ça coule de source de temps en temps, mais quand ça coule de source sans arrêt, je m'inquiète, je m'arrête et je fais autre chose. Et parce que c'est comme il y a des gens qui disent qu'ils ont du talent. Ah, très talentueux, très... moi, j'y crois pas. Hein. Je travaille avec 2% de talent et 18% de disponibilité, de discipline. Et donc, non, ça n'a jamais été facile dès mon premier livre et jusqu'à celui-là, ça n'a jamais été facile. Il y a une recherche formelle, et puis il y a des choses à dire. Moi, j'écris parce que j'ai des choses à dire. Et comment formuler ces choses pour ne pas me répéter par rapport à un livre qui existe déjà, un livre que j'ai écrit ou un livre que quelqu'un d'autre a écrit qui existe déjà. Comment essayer de trouver un point de ralliement entre la forme et entre l'esthétique et l'éthique, c'est-à-dire sans que l'un n'écrase l'autre et sans que ça soit un livre qui dit « ouais, voilà, on n'est pas bien dans le monde », on a juste le discours, le parler, les questions philosophiques, existentielles, tout ça. Et puis à côté, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de forme. La forme aussi peut être considérée comme une façon de résister à la facilité, au déjà là, au déjà vu, au déjà dit. Et donc, du coup, oui, je commence à écrire bien après, parce que moi, il me faut, comme disait Paul Claudel, il faut une organisation d'abord intérieure avant de passer à l'écriture du livre. Donc, je réfléchis beaucoup à mon idée. Pourquoi? Parce que tout le monde a des idées. Tout le monde a des idées. Tout le monde a quelque chose à raconter. Et ce n'est pas parce qu'on a quelque chose à raconter qu'on peut faire de la littérature avec ça. La littérature, c'est autre chose. Et donc, du coup, je réfléchis beaucoup à cette idée. Est-ce que cette idée est creusable? Est-ce que cette idée se laissera se métamorphoser, aller plus loin que ce qu'elle dit là tout de suite? Est-ce que je vais être capable de créer plein de points de vue, plein de regards différents autour de cette idée, histoire de la donner à voir autrement? Voilà, donc c'est toutes ces questions-là, si on veut, ce n'est pas des questions faciles, et ça prend du temps, Et puis quand on passe à l'écriture du livre, ça devient autre chose. On est dans le flux, on est dans la langue, on est dans la poésie, on est dans la métamorphose. Et puis, quand on écrit un livre avec plus d'une vingtaine de personnages, c'est compliqué parce que moi, je suis tous mes personnages à la fois.
si je ne suis pas le chien qui passe dans la rue dans mon roman, et pour essayer de comprendre ce qui lui arrive en tant que chien, pour essayer de comprendre ce qu'il a envie de dire en tant que chien, ça ne marche pas. Sinon, ce n'est pas crédible. Et donc, non, c'est pas facile, mais je ne souffre pas. Il y a des écrivains qui souffrent, mais moi, je ne souffre pas, c'est un plaisir, même dans la difficulté. Et le livre que j'écris commence vraiment à m'intéresser parce que justement, il y a des difficultés auxquelles je dois répondre, des questions auxquelles je dois répondre et tout ça. Je pense que j'ai oublié le premier volet de la question. C'était par rapport à Manhattan. On se demandait, parce que la lecture a souvent été difficile, les thématiques abordées, qui sont des thématiques assez complexes à lire, mais aussi à écrire. Et du coup, on se demandait si cela était aussi difficile pour vous d'écrire par rapport à ces thématiques, justement. Oui et non. Et tous les thèmes qui traversent mon livre sont des thèmes connus de tous, vécus par un certain nombre d'individus et dans le monde. Être une femme aujourd'hui dans ce monde, être un noir, être un juif, être un blanc, être un haïtien, être un français, un américain, c'est-à-dire on vit dans un monde rempli de cases. Et donc, je pense que quoi qu'on raconte, quoi qu'on dise, on va finir par par raconter une histoire humaine. Et ça, ce n'était pas compliqué parce que tous ces thèmes-là me concernent aussi. Et parce que je suis un être humain, parce que je vis dans ce monde, parce que comme tout le monde, je suis habité par la colère, par l'indignation, parfois quelques ressentiments, quelques regrets, par la solitude, des sentiments qui sont partagés, quoi. Peut-être pas constamment, mais de temps en temps, il y a quelque chose qui remonte, qui nous donne envie de faire quelque chose, d'agir. Je fais une littérature qui agit, pas une littérature qui s'écrit seulement. Et là où c'était un petit peu difficile, parce que ce sont des thèmes qui ont été plein de fois rabâchés dans tant d'autres livres, par l'actualité et partout, parce qu'il y a des femmes partout, et des thèmes comme l'immigration et comme la guerre, et ce sont des thèmes universels. Donc, il fallait que je trouve que je parle de tout ça à partir d'un point de vue différent, d'une vision différente. Par exemple, à un moment donné, ma narratrice dit « Ma vie aurait pu être un putain de film ». Et là, le livre est parti dans un délire cinématographique et ça m'a permis de passer tous les thèmes du livre en revue en les regardant à partir de l'œil de la caméra. Voilà, c'est un point de vue intéressant parce que la caméra voit des choses que le réalisateur, que nous, on ne voit pas. Et par rapport même à la question du jeu, c'est-à-dire quand on parle devant un public, comment on ne parle pas de la même manière que quand on parle avec sa copine ou son copain ou ses amis dans un salon en train de boire du thé. Voilà, on n'est pas du tout dans le jeu avec ses amis, avec ses proches. Mais dès qu'on nous donne le micro, on veut s'assurer que les cheveux sont bien alignés, que la moustache est correcte, voilà, que le costard est bien, que tout est propre. On est tout de suite dans un jeu. Et donc, puisque je sais en écrivant un roman que je fais une mise en scène, que tout le monde est en train de jouer, c'est ça un roman, on fait une mise en scène. Tous les personnages sont des comédiens, des acteurs. Et là, je me suis dit, je vais les détendre un peu, je vais les inviter à se détendre, à être tranquilles, à être eux-mêmes pas dans un rôle de narratrice, de personnage. Et j'ai fait intervenir justement
autre chose, quoi, histoire de les voir dans des registres différents. Sous l'œil de la caméra, comment ils sont, ils jouent, ils passent, ils font des gestes très, très bizarres. Et dès qu'il n'y a plus la caméra, eh bien, on les retrouve dans leur milieu naturel, dans leur naturel. Voilà. Et donc, dit comme ça paraît, ça paraît plus ou moins évident, mais c'est du travail, c'est 3 ans de boulot, jour et nuit, complètement habité par toutes ces voix, et par toutes ces choses et qui traversent le livre, même par rapport aussi à la guerre, à la France occupée par l'Allemagne en 1940. Comment c'est quand même un thème, mais beaucoup abordé par des écrivains, par des chercheurs, par des réalisateurs, par presque tous les artistes, tout le monde, quoi. Et donc là, il fallait trouver un moyen de raconter ça autrement. À un moment donné, ma narratrice tombe sur une femme très âgée dans les escaliers de son immeuble situé dans le 20e arrondissement parisien. Les deux habitent au 4e étage, donc cette femme est très fatiguée, elle n'arrive pas à monter, c'est difficile pour elle. Et donc, ma narratrice va l'aider à monter chez elle, l'installer dans son fauteuil, et là, cette femme va lui raconter son histoire. Voilà, c'est une femme juive qui a vécu tout ça dans sa chair, hein, la Deuxième Guerre mondiale, tout ce qui s'est passé en 1940 dans ce pays, et en même temps qu'elle était en train de m'apprendre des choses, et c'est très paradoxal parce que c'est moi aussi qui écris, elle m'apprend des choses, mais elle apprend aussi des choses à ma narratrice qui, elle, est venue d'un autre monde. Elle a grandi dans un village loin de Paris. C'est une jeune femme, elle doit avoir 20 ans quand elle a rencontré, elle devait avoir 20 ans quand elle a rencontré cette femme. Et donc, du coup, c'est tout nouveau pour elle. C'est quoi cette histoire? On ne m'a jamais raconté cette histoire. Elle avait l'impression qu'on lui parlait d'un autre pays, d'une autre société. Comment est-ce possible? Et eh bien, moi, j'ai fait l'expérience aussi parce que moi, je vais parfois dans des écoles pour rencontrer des élèves et animer des ateliers. Quand je leur raconte des choses, c'est à peine qu'ils me croient parce que je dis, mais c'est pas possible, hein. Tout ça s'est passé ici, dans ce monde ou ailleurs. Comment est-ce possible? Et donc, du coup, voilà, c'est des histoires connues, mais qui ne sont pas forcément transmises. Voilà. Et le roman, et quelque part, le roman fait ce travail. Le roman est dans une démarche de transmission, parce qu'il s'agit des voix qui ne sont pas forcément du même pays, de la même société, de la même mémoire, de la même culture, et qui se retrouvent comme ça dans un espace broché, enfermé dans 600 pages. Et puis, forcément, ils se rencontrent, ils se croisent et ils se partagent leur destin, quoi. Merci Mackenzie. Alors, on parle de voix. Permettez-moi cette fois donc de reprendre ce terme pour laisser la voix à l'Alliance française de Buenos Aires. Pardon? Je passe la parole à l'Alliance française de Buenos Aires pour la question. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup Mackenzie. Je m'appelle Camilla. Je suis la porte-parole de l'Alliance française de Buenos Aires. Je voulais poser la question suivante. En lisant Une somme humaine, le lecteur assiste à une cohabitation de voix et de récits qui se mélangent et se dispersent. Quelle est la productivité politique de ce type de narration, où le lecteur se perd, où la narratrice se dissout et se laisse emporter par une pléthore de voix, dans une époque où certains secteurs oublient le caractère construit de nos identités et ils soutiennent des discours qui renforcent les frontières, les différences, les inégalités.
Alors, d'abord, écrire, c'est un acte individuel, je dirais personnel, politique. Écrire, c'est un acte politique pour moi. Et parce que on choisit les lieux depuis lesquels parlent les personnages, les lieux où ces personnages habitent, ils vivent. On choisit aussi le registre de langue pour ces personnages. Qu'est-ce qu'on met dans la bouche de ces personnages? Et comment ils bougent, où ils vont, d'où viennent-ils? Toutes ces questions-là sont des questions politiques. Quelqu'un qui parle depuis le 16e arrondissement parisien, il ne va pas parler pareil que l'autre qui parle depuis, je ne sais pas moi, depuis Béthune, depuis Arras ou depuis Aubervilliers, depuis Pantin. Et donc, parce que ce sont tous des gens qui vivent en France ou qui vivent à Paris, mais qui ne sont pas du même milieu social, qui ne côtoient pas la même ville, quoi. Et donc, du coup, forcément, la question, elle est politique. Et par rapport à toutes ces thématiques qui traversent le livre, moi, l'idée, c'était assez ambitieux de vouloir faire un livre qui réunirait toutes les voix du monde, c'est-à-dire une voix de femme qui porte un récit aussi dur et aussi vrai et sur le monde, sur son monde, sur sa famille, et qui dénonce les travers, qui dénonce le fonctionnement de cette famille, qui dénonce la mentalité de ce village, qui dénonce le pouvoir religieux, qui dénonce le pouvoir politique, le pouvoir religieux à travers la figure du curé, qui dénonce le pouvoir économique à travers la figure de l'oncle, qu'il a violé d'ailleurs, et qui dénonce aussi le déni qui parfois domine, habite, écrase les gens parce que ces gens-là ont des intérêts économiques et politiques. Ils veulent pas voir la vérité, même si elle est éclatante, elle est là, sous leurs yeux. Ils refusent. Et ils refusent de regarder, ils refusent de voir parce que, voilà, ils ont des intérêts et que ces intérêts-là impliquent des gens qui souvent sont les bourreaux, sont les premiers responsables de ces dérives. Et là, je pense à la mère de cette femme, hein, quand elle est de ma narratrice, quand elle est allée la voir pour lui dire « Maman, j'ai été violée par mon oncle dans le salon là, chez vous, dans la maison ». Et sa mère lui a dit en fait « Non, tu racontes n'importe quoi, tu ne nous aimes pas, tu veux nous détruire. Et ton oncle, c'est un grand monsieur et qui fait beaucoup de choses dans le monde et que non, et toi, tu es incapable de voir ça et tout ». Elle était complètement dans le déni. Pourquoi? Parce que l'oncle représentait justement le pouvoir politique et économique et dans ce village, donc un intouchable. Donc, c'est à travers des petites sociétés comme ça, des groupuscules de gens qui habitent dans un espace, et à partir du moment où on commence à parler d'eux, eh bien, on voit qu'on parle du monde, en fait. Il n'y a pas besoin forcément de parler de ce que raconte l'actualité, de ce que raconte la politique en général. On peut juste partir d'un petit village, et là, il y a tout. Et quand ma narratrice, quand elle a quitté le village pour Paris, elle est arrivée à Paris, elle s'est dit, bon, je vais pouvoir tout oublier là-bas, je vais pouvoir recommencer parce que c'est Paris, il y a plein de monde, je vais pouvoir faire plein de rencontres, je vais oublier, je vais me soigner. Et quand elle est arrivée à Paris, elle a découvert que Paris, c'était quoi? Une grande ville, mais c'était des petits villages mis bout à bout. Et dans le 20e arrondissement, il y a la pharmacie, le bar à vin, le fleuriste et tout. Et dans chaque arrondissement vit comme un petit village
avec tout ce qu'il faut. Et dans son village, c'était pareil. Et elle s'est rendue compte très vite, en fait, que ce n'était pas possible hein, de s'en sortir, que son village, c'est vrai que c'est un monde éloigné, isolé, que Paris, c'est un monde où la modernité atteint son paroxysme en termes de mouvement, en termes de rencontres, en termes d'offres culturelles et tout, mais ça va pas répondre à ces questions. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait d'une telle histoire quand on a été violé, tout simplement, et elle par son oncle dans le salon et familial. Paris ne peut pas répondre à cette question. Paris ne pourra jamais réparer ça. Et voilà. Et plus tard, elle va faire la rencontre d'un homme, le jeune Malien, là, dans le RER, dans le train RER A. Et puis, elle va tomber complètement amoureuse de cet homme qui lui a raconté son histoire. Et là, on découvre une autre histoire tragique du monde, tous ces gens qui sont obligés de quitter leur pays, leur famille, leur enfance et tout ce qu'ils étaient et pour partir sur les routes, traverser le désert, traverser les mers, pour les plus chanceux qui arrivent jusqu'à Lampedusa ou à Paris ou à Londres. J'avais besoin de raconter ça, histoire de créer une autre ambiance, quoi, une sorte de contrepoint à l'histoire, au récit principal du livre, que cette femme, elle n'est pas, qu'il n'y a pas seulement un type de souffrance ou un type de douleur. Et donc, il y a plein de gens qui souffrent depuis leur lieu ou depuis leur histoire, et que ce n'est pas forcément une histoire de viol ou une histoire familiale, mais ça peut être aussi une histoire de survie, quoi. Voilà, de survie. Et cette femme âgée, cette femme juive qui a perdu sa famille pendant la guerre et qui souffre et qui, toutes les nuits, pense que les Allemands vont revenir. Et c'est un type de souffrance aussi. Et donc, oui, c'est un livre très politique et qui rassemble des histoires très politiques, mais par-dessus tout, des histoires humaines. Merci Mackenzie. Je passe la parole maintenant à la UDELAR, Universidad de la República, d'ici Uruguay. Bonjour, Laetitia, tu vas parler? Laetitia Oui, est là? oui, je suis là. Vas-y. Merci. Bonjour, monsieur Orcel. Bonjour. J'ai beaucoup aimé votre livre, donc Merci beaucoup. je vais vous dire, parce que vraiment, c'est un plaisir de lire une écriture comme la vôtre. Bon, et l'histoire. Et je vais vraiment poser une question qui a écrit une des copines qui a lu le livre, et elle veut savoir, pour les 3 volumes de votre trilogie de la mort, dans les 2 que vous avez déjà écrits et publiés, et même d'après de ce que j'ai lu, de ce que j'ai pu lire, dans le 3e qui est à venir, vous avez décidé de raconter les histoires des 3 protagonistes femmes à partir de leur mort. Donc, pourquoi? Selon elle, elle dit « Cela semble être une intention fermement ciblée ». Oui, parce que la vie ne me suffit pas, ne me suffit plus. Et on pourrait résumer toute l'histoire de l'humanité à une quête d'immortalité, on va dire ça comme ça. L'homme ne veut pas mourir, hein. Et tout ce qu'il fait, là, les grandes avancées dans le domaine de la médecine ou le domaine
la technologie, tout ce qu'on fait, maintenant, on s'intéresse à aller sur Mars, créer d'autres possibilités de vie, de survie. Quand on se lève le matin, on boit un café ou un thé, on prend une douche, on s'habille, on se regarde dans le miroir, on se trouve belle ou beau, on fait tout ça contre la mort. Quand on ne se sent pas bien, on va voir son médecin et qui nous prescrit des médicaments, on s'inquiète parce qu'on sait qu'il y a la mort qui nous regarde. Et on travaille, et il y a des gens qui ont une assurance vie, assurance santé, on s'assure dans tous les sens parce que tout simplement, on a peur de la mort. Et donc, pour moi, qui suis écrivain, c'est une grande question. Et pas que pour moi, mais pour tout le monde. Personne ne sait parler de la mort. Voilà, c'est la grande question, c'est là-bas, c'est la fin de la vie, c'est la fin de tout. Et donc, je me pose la question, mais c'est pas possible, la fin, ça n'existe pas. Je m'intéresse beaucoup à l'astronomie. Depuis quelques années, j'ai mon application, j'ai ma lunette astronomique, je regarde le ciel pour essayer de comprendre cette harmonie. Et voilà, et l'homme n'est pas seul et qu'on est connecté à d'autres choses. Et quand on regarde la vie d'une étoile, on se rend compte qu'il y a dans une étoile toutes les combinaisons chimiques qui existent dans la vie d'un être humain. Et quand l'étoile meurt, elle s'effondre sur elle-même pour former un trou noir. Et ce trou noir qui est pour moi la mort, et dans une histoire humaine, dans l'histoire qui nous concerne, et les scientifiques ne savent pas ce qui se passe dedans. Comme nous ne savons pas ce qui se passe après la mort, ce qui advient après la mort. Donc, cette question m'intéresse, la question de la trifidité de l'existence humaine dont parlait Saint Augustin. Naître, vivre, périr, matin, midi, soir, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, on est tout le temps enfermé dans ce chiffre, passé, présent, futur. Avant le passé, il y avait quoi? Et après le futur, il y aura quoi? Donc, planter le décor de cette trilogie dans le lieu de la mort même me permet d'accéder à une forme de liberté hors pair. C'est-à-dire, il n'y a plus de passé, il n'y a plus de présent, il n'y a plus de futur. Ce qu'il y a, c'est un continuum, c'est un présent continu, c'est une voix qui soit capable de parler de tout parce qu'elle est plus soumise au calcul du temps. Voilà, c'est une voix qui annule le temps humain. Donc, on est plongé dans une chose et cette chose-là s'appelle le langage. Et c'est le langage qui dit tout. Et je pourrais raconter cette histoire sur 3000, 4000 pages parce que c'est une voix qui est capable de parler de tout. Voilà, j'ai puisé cette idée dans cette parole haïtienne qui dit « les morts sont dans la vérité et nous dans le mensonge ». Parce que là, si je vous pose la question, qu'est-ce qui va se passer dans 10 minutes? Vous ne saurez pas me répondre. Ce n'est pas possible. Vous ne pourrez pas me répondre. C'est pour ça qu'on a des assurances. Parce qu'on ne sait pas. Et donc, eh bien, parce qu'on ne sait pas, donc ça rend le roman possible, justement, parce qu'on peut inventer ce qui n'est pas et réinventer ce qui est. Voilà pourquoi la mort, parce que nous allons vers ce que je pourrais appeler notre finitude. Et la vie progresse lentement vers sa fin ou sa métamorphose. Et donc, ouais, on fait avec et à chaque fois, j'essaye de faire en sorte que mes personnages aient un pied dans la vie et un autre dans la mort. Par exemple, il y a dans le livre cet enfant cheval.
On ne sait pas trop s'il est de notre côté en tant que vivant ou s'il est du côté des autres, des disparus qui sont toujours là. Et en Occident, en Europe, il y a des cimetières et c'est très propre, c'est très lisse. Il faut pas parler très fort, voilà, parce que voilà, c'est un lieu quasiment sacré. Et dans d'autres pays, comme en Haïti, par exemple, les gens, ils vont voir leurs morts, ils vont leur raconter des histoires, ils prennent des bouteilles de rhum, ils mettent de la musique, ils dansent et tout. Si la personne disparue aimait la musique, aimait danser, aimait boire, eh bien, voilà, ses amis vont passer la voir avec ce qu'il faut, quoi. Avec du rhum, parce que cette personne aimait boire, et ils vont mettre de la musique et ça va danser, et ils vont pleurer longtemps, ils vont rire aussi longtemps, et histoire de garder ce lien entre les existences pour ne pas déchirer le tissu de l'existence, pour garder ce tissu intact. Il y a des cultures où, quand quelqu'un vient à disparaître, on demande à un artiste ou à quelqu'un de réaliser une sculpture, un dessin, quelque chose qui représente cette personne disparue et qu'on va mettre quelque part dans la maison, dans son coin préféré ou quelque part dans la nature où cette personne aimait bien aller. C'est une façon de garder toutes ces présences avec nous, de ne pas créer d'absence. L'absence, c'est une invention de l'histoire moderne du monde. Il y a des absents, il y a des présents. Personne n'est absent, il n'y a que des présents. Tout dépend du rapport. Merci Mackenzie. Je vais laisser la parole peut-être au Centre d'études francophones s'ils ont une question. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci. Bon, notre question a été partiellement, on dira, répondue, mais quand même, on voulait approfondir la thématique du choix énonciatif. Alors, la question c'est, comment pouvez-vous expliquer le choix énonciatif d'un jeu féminin? Pourquoi donner la voix à une narratrice, à la fois femme, blanche et s'exprimant d'outre-tombe? Je trouve ça magnifique. C'est un défi. Moi, c'est un défi à relever. Moi, je fais tout le temps ça. Hein. Et dans l'ombre animale, c'était la voix d'une très, 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 très vieille femme et qui raconte, disons, une histoire que je ne connaissais pas parce qu'elle parlait des années 30, des années 40. Elle parlait d'un autre monde. Moi, je suis né en 1983. Donc, ça m'a permis de me plonger dans ces années-là pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Et pour pouvoir l'accompagner, je devais justement me rendre disponible, essayer de comprendre les enjeux socio-économiques, politiques, les mouvements qui ont traversé, qui ont tourmenté toute cette période, toutes ces périodes. Et donc, c'est un véritable défi. Et non, dans un premier temps, ça me permet de faire des recherches, de lire, d'être très attentif, d'être très observateur. Et dans un second temps, et d'écrire, de me surpasser, comme je l'ai dit tantôt, de laisser toute la place à cette personne qui n'est pas moi. Et voilà, et une somme humaine, une femme blanche, française, la France, moi, ça fait un moment que je vis ici en France. J'ai un petit garçon dans ce pays qui a 5 ans et demi. Lui, il est né ici. C'est son pays et que je ne sais pas, peut-être qu'on ne voudra pas lui raconter cette histoire. Donc voilà, j'ai raconté cette France et peut-être qu'on ne lui racontera jamais. Et c'est une façon de créer un lien entre ma génération et les autres générations passées
et à venir, c'est un point de vue sur le monde. Et donc, faire parler quelqu'un, une femme, un homme, un chien, un arbre, tout ce qu'on veut, un vers, c'est ce que font tous les écrivains. Même dans les romans autobiographiques, il faut trouver une voix à soi. C'est parce qu'on parle qu'on a forcément une voix. Il faut trouver cette voix. Il faut que cette voix, elle soit convaincante. Il faut qu'elle tranche. Il faut qu'elle assume ce qu'elle dit. Et il faut aussi qu'elle ait des points de vue, sa propre vision du monde, comme nous tous. Et voilà, il faut qu'elle aime des choses et qu'elle déteste d'autres choses. Et donc, ça n'a pas été très compliqué, hein. Je l'ai été, cette femme, littéralement, et pendant 3 ans. Et je l'ai accompagnée, j'ai raconté son histoire. Et puis, voilà quoi, à partir de cette idée qu'on se projette, et à partir du moment où on est dans la projection, on peut aussi accepter de se perdre. Et voilà. Merci Mackenzie. Alors le temps passe, c'est passionnant de vous écouter, je suis sûr de ne pas être le seul à le penser. Je vais saluer le lycée Mermoz aussi qui fait partie du jury et puis laisser la parole à l'IPA, l'Instituto Professores Artigas, pour une dernière question. Oui, merci. Bon, je vais essayer de la résumer, de la simplifier parce que, bon, et pour ne pas être trop longue, j'ai été très sensible à cette voix, justement, comme Laetitia a dit. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire votre livre et beaucoup de questions m'ont interpellée. J'étais sensible spécialement à la force de cette voix qui, en quelque sorte, annule la mort par cette force-là, qui en même temps rend compte de cette force que la jeune femme qui écrase cette jeune femme pendant la vie et qui la fait couler en quelque sorte. À mon avis, moi, j'ai senti ça. Et paradoxalement, donc, la voix de cette morte, et je l'ai perçue comme très vitale, comme un souffle avec une grande énergie. Mais bon, en fin de compte, elle s'écroule. Enfin, c'est un bateau qui coule. Mais il y a 2 moments, j'ai senti au moins 2 moments très lumineux dans le livre. Je ne sais pas si je suis dans le vrai, si je sens que moi, je les ai perçus comme des promesses qui n'ont pas été tenues d'une vie. Et ces 2 moments lumineux sont incarnés dans ces 2 personnages, de cet ami, toi, et le langage de la poésie. Et peut-être, bon, l'autre moment surtout, c'est celui qui a attiré mon attention, dont on n'a pas vraiment parlé, c'est le moment de la danse et la force du corps qui se libère, le langage du corps. Quand parce que c'est seulement une scène, mais que j'ai trouvé qui se détachait sur l'ensemble, la scène je sais pas, dans un restaurant où elle est en train de danser avec son copain Orcel. Mais c'est une scène d'une intensité et d'un bonheur et d'une liberté de corps et qui en fait pour moi, qui fait de cette scène comme un espace à part dans le roman. Est-ce que ce serait comme, je ne sais pas, est-ce que vous avez imaginé ou qu'est-ce qu'il aurait fallu donner à ce personnage pour qu'elle se sauve? Parce qu'il y a ces promesses d'être sauvée. Il y a comme des voies illuminées, mais qui tout de suite sont plongées dans l'obscurité. Et on a la sensation d'une fatalité, en même temps et des promesses de bonheur qui sont là, des moments de bonheur. Est-ce que vous avez tout de suite su qu'elle serait perdue ou alors
Parce que c'est... Oui, oui, quelque Oui, part, oui, parce que dès oui, sa elle première... commence par la mort, évidemment. Oui, Oui, c'est ça. Elle dit tout s'éclaircit à partir de la mort. Alors, elle est dans une quête de bonheur, dans une quête de lumière, comme vous le dites. Et donc, mais est-ce que ce bonheur-là, cette lumière-là est possible? C'est la question que je me suis posée. Parce que nous sommes tous dans une quête. Mais est-ce que ce qu'on veut, ce qu'on voudrait, ce qui nous anime, est-ce que c'est possible? Et donc, pour elle, ça ne l'était pas. Elle a répondu à sa question. Et je pense que la fiction, le texte a besoin de son ombre, c'est-à-dire un peu de sujet, un peu de représentation, un peu d'idéologie, mais le texte a surtout besoin de comment dire, cette série de représentations, pour reprendre le mot de celle qui a parlé tout à l'heure, une sorte de représentation d'énoncés que, ou de, comment dire, de principes énonciatifs que l'auteur va entretenir avec le personnage. C'est-à-dire, moi, en tant que Mackenzie Orsel, j'ai besoin de dire des choses. Je sais que j'ai des choses à raconter. Maintenant, à partir du moment où je croise le personnage dans un carrefour, dans un chemin où je sens qu'il va aller vers ces choses-là, vers ces endroits-là, vers ces lieux-là, et là, j'interviens, je l'accompagne. Le personnage est plus seul dans sa démarche. Je suis là avec lui parce que là, il est en train d'aborder un sujet, il est en train d'aller vers un lieu qui ne concerne pas que lui, mais qui, moi, personnellement, m'habite, qui, moi, personnellement, me pousse à poser des questions et auxquelles je cherche absolument des réponses. Mais par rapport à cette idée de quête, je pense qu'elle a fait trop vite, elle est allée trop vite. Elle est allée trop vite parce que sa vie a commencé trop vite, elle a vécu trop vite, et ses parents l'ont abandonnée comme ça. Elle s'est inventée d'autres vies. Par exemple, il y a la figure de cette grand-mère. Je me demande si cette grand-mère existe vraiment. Et parce que c'est quelqu'un comme ça qui est là comme une sorte de fantôme. Elle tombe malade, elle reste au lit, elle ne fait pas grand-chose, mais c'est quand même elle qui la console, qui lui dit qu'elle est belle, qui l'encourage, qui lui parle de voyage et tout. Et puis, il y a cette figure assez fantomatique aussi, la figure de la meilleure amie qui va finir aussi, qui va disparaître et comme ça. Et donc, on se rend compte que personne n'est à sa place dans cette histoire. Personne n'est à sa place. Elle le dit d'ailleurs, qu'elle est arrivée, qu'elle était dans la mauvaise société, dans le mauvais corps, dans le mauvais monde, et que partant d'un tel constat, on a l'impression qu'elle n'avait pas le choix, qu'elle devait disparaître, et elle a pressé sur le bouton. Parce que disparaître, ce n'est pas compliqué, hein. Il suffit de se laisser vivre. Les jours passent, les années passent, et à un moment, on n'est plus là. Mais elle a pressé sur le bouton, et parce qu'elle a pressé sur le bouton, ça m'a permis justement de planter le décor, parce qu'elle n'était plus là pour parler maintenant depuis le réel. Donc, c'était à moi d'aménager cet espace de langage, et pour que sa parole puisse se projeter à travers l'espace et le temps. Merci beaucoup, Mackenzie. Alors, comme je l'anticipais, hein, le temps est tyran, et on n'est pas libre encore de cette triade passé, présent, futur à laquelle nous sommes assujettis un petit peu encore tous. Mackenzie, il me reste à vous remercier tous, tous ceux qui ont participé, vous dire que donc, le choix concours du Rio de la Plata, donc le prochain rendez-vous que nous aurons tous, ça va être le 7 juillet pour la délibération.
qu'à l'issue de cette délibération, il y aura donc un ouvrage élu et que nous, depuis l'ambassade ici, nous engageons à inviter par la suite la personne qui sera élue, ce qui n'empêche pas non plus d'éventuellement, et si ça vous intéresse, Mackenzie, voilà, de venir un jour dans la région, voilà, qu'on reste en contact à cette fin. Je sais que vous avez beaucoup de travail, je sais que vous avez notamment une trilogie à terminer, mais voilà, sachez que vous serez le bienvenu chez nous, donc on reprendra contact par la suite, notamment dès la délibération, dès la connaissance de l'issue de ce choix concours. Je veux remercier tous les membres du jury, toutes les personnes présentes, et puis mes collègues en Argentine, puisque c'est la deuxième fois qu'on fait cet exercice. Voilà, et c'est la première fois qu'on fait ce choix concours du Rio de la Plata, donc à travers le Rio, c'est un vrai plaisir de compter avec votre présence et de travailler avec vous. Et juste un dernier mot, parce que vous ne la voyez pas à l'écran, mais il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé à tout ceci, qui est à côté de moi ici, et c'est Lucia Bourgeois que je tiens à remercier aussi. Mackenzie, cet échange, je crois, a démontré une fois de plus que la littérature peut être un ensemble de rencontres qui provoquent d'autres rencontres. Et des rencontres, ce n'est pas que des rencontres entre des personnes, c'est aussi des rencontres entre des personnages, entre des idées. Je crois qu'on repart tous de cet échange justement avec tout un tas de dialogues internes. Merci encore pour ces minutes que vous nous avez consacrées. Et pour ma part, voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuité de journée. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au Au revoir. Merci. À bientôt. Merci. Merci. Merci.